Je vous propose d'attaquer les frontières qui nous restent, les frontières maritimes maintenant, puis les frontières aériennes et d'autres types de frontières. Alors les frontières maritimes, de manière assez logique, elles forment le prolongement des frontières internationales terrestres. Les espaces maritimes sont donc constitués par les étendues d'eau en communication libre et naturelle. C'est 71% de la surface du globe, les mers, donc c'est particulièrement intéressant de pouvoir les étudier aussi. Elles ont une grande importance, ces frontières maritimes, qui s'est accrue au cours du XXe siècle, et la division de l'espace maritime océanique est très complexe, parce que le droit de la mer, finalement, a abouti à la mise en place de plusieurs zones, de plusieurs étendues, avec des rôles qui sont variables. Donc, il y a différentes zones maritimes, si vous voulez, qui ont été fixées par la Convention internationale sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, en 1982, qui est rentrée en application en 1994, qui divise l'espace océanique en différentes zones. On s'appuie sur la ligne de côte, c'est-à-dire la ligne de base, pour définir ces différentes zones qui ont chacun et chacune de ces zones un rôle spécifique à jouer. Premier élément qu'on doit d'abord avoir en tête, c'est si vous regardez les États signataires de la Convention de Montego Bay, il y en a quand même un en particulier qui n'est pas signataire et qui est important, c'est les États-Unis. On reviendra sur les implications que ça peut avoir, notamment en termes d'enjeux, dans quelques minutes. Alors, les différentes zones, elles vous sont expliquées ici, elles vous seront réexpliquées en vidéo un peu plus tard, parce qu'il est quand même important que vous compreniez bien, donc je vais essayer de vous le montrer de différentes manières. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle, par rapport à donc, la ligne de côte, la ligne de base, c'est-à-dire la moyenne des eaux territoriales à marée basse. Par rapport à cette ligne de base que vous voyez sur le document, il y a d'abord ce qu'on appelle les eaux intérieures, qui sont les ports, les estuaires, les lagunes. Donc, juridiquement, elles sont assimilées à la terre. Donc, elles sont comprises dans les frontières terrestres. Il y a une souveraineté entière de l'État là, comme si on était dans le cadre de frontières terrestres. Ça va? Ensuite, on va considérer la mer territoriale, qui a la même valeur juridique que la terre. C'est 12 miles nautiques depuis la ligne de base. L'État peut exercer donc des contrôles sur cette mer territoriale, mais doit reconnaître le droit de passage inoffensif des navires étrangers. 12 miles de plus, nautiques encore, et on est dans la zone contiguë. C'est la limite extérieure des eaux territoriales, et c'est un espace tampon pour exercer des contrôles douaniers, par exemple sur les navires qui y circulent. La ZEE, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, où là, on va jusqu'à 200 miles nautiques après la ligne de base, et l'État riverain est là propriétaire des ressources sous-marines de cet espace. Ça représente là 2/5 des terres émergées de la planète. C'est particulièrement intéressant et particulièrement stratégique pour les États, surtout dans les zones, on va le voir plus tard, on va prendre un exemple, où on a des ressources importantes en sous-sol. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la haute mer, avec toutes les autres zones que vous voyez ici, où là, ce sont finalement au-delà des zones qui sont situées au-delà des eaux territoriales et des zones économiques exclusives. Les fonds marins sont donc un patrimoine commun de l'humanité. Ça a été voté en 1982 contre l'avis des États-Unis. Là, vous avez vraiment les différentes zones qui permettent d'avoir finalement une vision de ce qui appartient à l'État, donc finalement les eaux territoriales, la zone contiguë, donc là on est vraiment dans des zones où l'État exerce un contrôle, la zone économique exclusive de l'État, et puis la haute mer, pour faire très simple. Alors, comment est-ce qu'on va occuper l'espace maritime maintenant? Parce que le découpage va se faire donc en référence à cette fameuse ligne de base. Imaginons une côte d'un État,
On prend la ligne de base et puis on commence à calculer les zones différentes pour savoir jusqu'où l'État exerce sa souveraineté, jusqu'où l'État exerce un contrôle économique, et puis où est-ce qu'on est en haute mer. Donc le découpage est très simple, si on suit cette logique, si l'État ne fait face à aucun autre État. Mais dans le cas où deux États se font face, ou deux zones économiques exclusives vont se toucher, là ça devient plus délicat. Et donc on effectue ce qu'on appelle la règle de l'équidistance. C'est-à-dire que, en cas de contact, comme ici dans le cadre de l'Angleterre et de la France et de la Belgique, on va appliquer une règle de l'équidistance pour les États qui se font face et pour tout simplement délimiter les zones. La règle de l'équidistance est relativement simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on va prendre une règle et on va considérer que, donc voilà, on avance avec les zones, et puis pour délimiter les zones économiques exclusives, on fait moitié-moitié. Pareil pour deux États qui seraient l'un à côté de l'autre. À ce moment-là, on le voit entre la Belgique et la France, tout en haut de la carte, on prend à ce moment-là une ligne perpendiculaire, et non plus une ligne parallèle, pour régler cette équidistance. Là aussi, en cas de conflit, c'est la Cour internationale de justice qui est compétente. On prend ici l'exemple de la Tunisie et de la Libye, où on avait clairement une... Oui, là, peu importe s'il y a des ressources en plus pour l'un ou pour l'autre pays, on ne va pas considérer le sous-sol, on va considérer l'équidistance. Donc là, il y en a un qui va y gagner, un qui va y perdre, mais on fait moitié-moitié. Et c'est très exactement ce qui est représenté sur la carte ici, entre un conflit entre la Tunisie et la Libye. Vous voyez évidemment la proposition libyenne d'un côté, la proposition tunisienne de l'autre, parce que ce sont des États qui sont en ce moment-là côte à côte, et donc il fallait tracer une ligne perpendiculaire. Mais vous voyez que donc, on a réglé le différend non pas par une guerre ou par un conflit ouvert, même si on avait un conflit là, mais par la Cour internationale de justice qui, elle, a proposé une délimitation, mais finalement, globalement, au milieu des deux propositions qui lui étaient faites. Donc on est bien, toujours, dans cette dynamique qui explique, finalement, voilà, qui vient renforcer cette règle de l'équidistance, même quand il y a un règlement juridique du conflit. Ça va? Alors, le découpage de l'espace maritime, il a beaucoup évolué. Le droit de la mer a beaucoup évolué au XXe siècle essentiellement, avec la réclamation par les États de droits complémentaires sur les espaces des océans. Ça a provoqué évidemment un rétrécissement des espaces qui ne relèvent d'aucune souveraineté. Les grandes puissances maritimes, elles étaient favorables au maintien d'une mer libre, au contraire des pays du Sud, comme le Chili, le Pérou par exemple, qui voulaient protéger leurs ressources et ont donc joué des rôles décisifs dans l'appropriation des mers par les États. Les ressources d'Afrique, les ressources d'Amérique latine ont été soumises au prélèvement des flottes, qui ont mis en place du coup des zones économiques exclusives et condamné des libertés comme la liberté de la pêche ou ce genre de choses pour protéger leurs littoraux. Donc d'une manière générale, les États du Sud ils considéraient que les conventions qui étaient préalables à la convention de Montego Bay étaient trop favorables aux pays industrialisés. Et donc, c'est un peu aussi sous l'impulsion et sous la pression des États du Sud que la convention de Montego Bay a été mise en place. Signée, cette convention, par 117 États, mais pas par les États-Unis, qui, eux, réclament un partage des richesses, de la mer d'une manière générale, et qui veulent avoir accès finalement à tout. Ils sont contre le principe de mer qui serait commune à tout le monde, c'est-à-dire la haute mer, et qui serait finalement un patrimoine de l'humanité tout entier. Ça veut dire que la mer relève énormément d'enjeux, des enjeux très spécifiques. Des enjeux socio-économiques, on va le voir, et des enjeux géostratégiques également. Alors là encore, j'ai une vidéo pour vous qui est particulièrement intéressante parce qu'elle revient sur le principe de zone économique exclusive et elle va vous donner également l'exemple de l'Arctique pour vous montrer un exemple d'enjeu socio-économique
particulièrement important et qui met aux prises beaucoup de pays différents. Donc je repasse sur la présentation de l'autre côté pour vous montrer ça ici. C'est pas comme ça que je dois faire. C'est comme ça que je dois faire. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en Cartes. Après la révolution chinoise le mois dernier, nous allons aujourd'hui parler des océans. Les océans jouent un rôle économique et géopolitique absolument considérable, mais on a pourtant tendance à un peu les oublier. On regarde sur les cartes les terres émergées plutôt que ces grands espaces bleus. Il est temps de changer la donne. C'est parti. Les océans représentent 71% de la surface de notre planète et abritent 97% de l'eau qui s'y trouve. On considère habituellement qu'ils sont au nombre de 5. Du plus grand au plus petit en termes de superficie, on trouve le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Antarctique et l'Arctique. De nombreux bouts d'océan sont disputés entre différents pays depuis longtemps. Ils sont stratégiques car ils abritent des ressources naturelles essentielles, des ressources en nourriture avec la pêche et des ressources en énergie situées dans les sous-sols marins, notamment avec le pétrole et le gaz. Voici par exemple les zones contrôlées par la France. Malgré une superficie représentant moins de 1% des terres émergées, la France, grâce à ses territoires d'outre-mer, détient le second espace maritime en termes de superficie, juste derrière les États-Unis. Les océans sont également les autoroutes du commerce mondial. 80% des marchandises sont acheminées via les routes maritimes que l'on voit sur cette carte. Cela représente plus de 10 milliards de tonnes par an. Alors comment nous partageons-nous ces immenses étendues d'eau? Qui a le droit d'y faire quoi? Vous allez voir qu'il n'est pas toujours évident de répondre à ces questions. On entre ici dans le droit international qui est souvent sujet à interprétation. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui, en gros, régit le droit des océans. Cette convention a été signée en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, et entrera en vigueur 12 ans plus tard, en 1994. Alors en gros, que dit cette convention? Eh bien en fait, beaucoup de choses, mais on ne va s'attarder que sur les points les plus importants. Elle délimite par exemple les zones sous contrôle des pays. Prenons un pays, voici sa côte. À partir de ce que l'on appelle la ligne de base et sur 12 000 marins, se trouve la mer territoriale. Le pays est totalement souverain sur ses eaux, ainsi que sur le sous-sol et l'espace aérien. Il y fait appliquer ses lois et réglementations, mais il doit néanmoins laisser passer les navires étrangers à condition que ceux-ci ne représentent aucune menace et ne soient pas agressifs. Après la mer territoriale, on trouve sur 12 000 marins également la zone contiguë. Dans cette zone, l'État a le droit de prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration. Et on trouve ensuite et surtout la zone économique exclusive, ou ZEE, qui s'étend quant à elle sur 200 000 marins à partir de la ligne de base. Dans cette ZEE, l'État côtier a des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, qu'elles se situent dans l'eau ou dans les sous-sols. Dans la partie de la ZEE se trouvant après la zone contiguë, les autres États ont plus de droits. Ils peuvent naviguer ou survoler la zone plus librement et peuvent également poser par exemple des câbles ou des pipelines sous-marins. La ZEE peut ensuite se prolonger via ce que l'on appelle le plateau continental. Selon la Convention, le plateau continental représente toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de l'État côtier. C'est donc une limite géologique qui reste parfois difficile à déterminer. Nous avons donc défini les règles qui donnent des droits aux États sur les océans. Mais que se passe-t-il lorsque deux États côtiers se trouvent très proches l'un de l'autre? Car j'ai ici représenté un cas finalement assez simple. Mais sur cette même carte, ajoutez un autre État de l'autre côté de l'étendue d'eau. On voit ici qu'il y a conflit, car l'espace maritime n'est pas assez large pour respecter les 200 000 marins de ZEE attribués à chaque État. Dans ce cas, la largeur est coupée en deux selon la règle de l'équidistance. Mais le cas se complique à nouveau si vous ajoutez une île à cette carte et que cette île se trouve à proximité du second État, mais appartient au premier. La frontière maritime devra alors être redessinée. Car en effet, les îles jouissent des mêmes ZEE que les parties continentales. La Convention dit la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres. Comprenez que toute île a donc une importance stratégique considérable pour le contrôle des sous-sols. Et c'est pour cette raison que nombre d'entre elles sont disputées. Prenons maintenant quelques exemples. La mer de Chine méridionale s'étend du détroit de Taïwan au nord jusqu'au sud du Vietnam et au nord de l'île de Bornéo en Malaisie. Et à l'intérieur, voici l'archipel des îles Spratleys. Cet archipel est constitué de 14 îles principales ainsi que d'une centaine d'îlots qui restent émergés à marée haute. Et ce point est important car cela permet l'établissement de ZEE à partir de ces îlots, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils étaient submergés à marée haute.
Cette zone est stratégique au niveau économique et géopolitique, car elle comprend d'une part une réserve de pêche non négligeable et des réserves hypothétiques en pétrole et gaz dans ses sous-sols, et c'est d'autre part un point de passage d'une très grande partie du transport de marchandises mondial, du fait notamment de la proximité avec la Chine. C'est pour ces raisons que les Spratlys sont disputés entre tous les pays de la région: la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. En contrôlant officiellement ces îles, les pays contrôleraient également leurs ZE adjacentes, et ainsi les réserves naturelles précédemment citées. Voici les ZE revendiqués par chacun des pays. On voit qu'il y a de nombreux chevauchements et cela crée des tensions dans la région. La Chine est sûrement l'acteur le plus important, elle revendique la souveraineté sur la totalité de l'archipel. On voit donc que sa ZE s'étendrait bien loin de ses territoires continentaux, jusqu'au large de l'île de Bornéo en Malaisie. Cette revendication s'inscrit dans sa stratégie plus globale de contrôle de la mer de Chine méridionale, en faisant une véritable mer intérieure, et dans sa volonté d'y contrôler la navigation et ainsi s'imposer comme leader dans la région. La Chine s'est même lancée dans la création d'îlots artificiels dans l'archipel, avec l'espoir que des ZE soient établis autour. Mais cela a été refusé par la Cour permanente d'arbitrage, une juridiction internationale. Par ailleurs, la quasi-totalité des îles émergées en permanence sont occupées, la plupart du temps abritant des installations militaires des uns ou des autres. On voit par cet exemple que le contrôle d'îles minuscules est un moyen efficace de profiter des richesses des océans, et que dans cette région, aucun pays ne semble vouloir lâcher le morceau. D'autant que les Spratlys ne sont pas les seules îles posant problème. Nous trouvons aussi les îles Paracel, les îles Pratas, les îles Senkaku plus au nord, non visibles sur la carte, autant de situations qui participent à déstabiliser la région. Prenons maintenant un exemple moins connu, celui de l'Arctique. Le voici représenté d'une manière moins commune. On se rend compte ici de la proximité de certains États qui n'est pas souvent mise en avant. Nous avons la Russie, la Norvège avec Svalbard, le Danemark avec le Groenland, le Canada et les États-Unis avec l'Alaska. Avec le réchauffement climatique, la banquise arrive de plus en plus tard dans l'année et fond de plus en plus vite. Les océans se retrouvent libres des glaces entre 3 et 5 mois par an au lieu de 2 à 2,5 auparavant. Les pays riverains y voient donc une opportunité à la fois en termes d'exploration des ressources naturelles des sous-sols et en termes d'exploitation des nouvelles routes maritimes qui se créent alors. Les ZE jusqu'aux 200 000 marins ayant déjà été négociés et déterminés autour du pôle Nord par chacun des États, l'enjeu se situe ici autour des plateaux continentaux. Au cours des années 2000, les pays riverains ont enchaîné les missions sous-marines dans le but de déterminer l'étendue des plateaux continentaux et donc également l'élargissement des ZE auxquels ils pouvaient prétendre. Cela a conduit à des mésententes. Par exemple, la Russie soutient que la dorsale de Lomonosov, chaîne de montagnes sous-marines, est l'extension de leur plateau continental, lorsque le Danemark, au contraire, soutient que cette dorsale fait géologiquement partie du Groenland. Quant au Canada, il estime qu'elle prolonge l'archipel arctique canadien. Mais ce n'est pas le seul point de tension. Voici l'ensemble des zones revendiquées en tant que plateaux continentaux. On voit qu'il y a un certain nombre de chevauchements situés tout autour du pôle Nord. Malgré tout, la plupart des ressources naturelles en pétrole et en gaz semblent se trouver dans les ZE déjà définis. Quant aux routes maritimes, malgré l'accélération du réchauffement climatique, elles ne seront praticables que dans de nombreuses années encore. D'autant que plusieurs sondages réalisés en 2011 et 2013 auprès des compagnies maritimes montraient qu'elles n'avaient pas vraiment l'intention de développer leurs activités dans l'Arctique. L'enjeu autour de l'océan Arctique est donc bien réel, mais à nuancer. Il reste néanmoins un exemple intéressant montrant l'importance pour les États de disposer d'espaces maritimes. On voit par exemple que le Groenland est un territoire absolument stratégique pour le Danemark, qui verrait sa ZE réduite à néant sans sa possession. Prenons un dernier exemple, celui-ci plus concret. Pour cela, allons en Afrique de l'Ouest, au large de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays souhaitant développer leur activité pétrolière. En 2010, une compagnie pétrolière britannique, la Tullow Oil, découvre un gisement de pétrole offshore. Le problème, c'est que la frontière maritime entre les deux pays n'avait jamais été tracée officiellement. Un accord plus ou moins tacite existait entre les deux voisins qui respectait une sorte de ligne médiane. Alors, lorsque le Ghana a commencé à exploiter le gisement, la Côte d'Ivoire a estimé que son voisin violait ses droits souverains et exclusifs sur son plateau continental. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé, et c'est fin 2017 que le Tribunal international du droit de la mer a finalement tranché le litige, donnant raison au Ghana dans les limites maritimes qu'il avait pu présenter, et qui incluait le gisement dans son espace maritime. La Côte d'Ivoire, quant à elle, estimait que le gisement se trouvait dans une zone qui lui revenait de droit, comme représenté ici sur la carte. Par ce cas concret, on voit que les limites des espaces maritimes peuvent être déterminantes. Nous avons ici deux pays africains pauvres et qui comptent énormément sur le pétrole pour développer leurs économies respectives. Ces gisements offshore représentent donc de réelles opportunités qu'aucun ne souhaite laisser s'échapper. Finalement, tous ces exemples nous montrent une chose: les océans sont tout autant convoités que les terres, que ce soit pour des raisons économiques ou géopolitiques. Et ils sont déterminants eux aussi dans l'évolution des relations internationales. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite intro au rôle des océans vous aura plu.
Alors, nous revoilà. Voilà. Alors, donc, la vidéo est particulièrement intéressante parce qu'elle vous permet de revoir les différentes zones. On est sur des cartes dynamiques. Comme je ne peux pas vous faire travailler sur des atlas ou sur des cartes en classe, c'est intéressant d'avoir des cartes mouvantes comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous montre ce type de vidéo. Mais elle vous montre aussi des enjeux géostratégiques comme en mer de Chine et des enjeux géoéconomiques, à ce moment-là, non plus politico-économiques, des enjeux clairement socio-économiques, comme c'est le cas en Arctique. Je remets ici carte pour vous montrer un peu fondamentalement les enjeux politico-économiques qui vont découler de l'exemple de l'Arctique. Je vois qu'il y a quelques questions. Oui, hein, les mers territoriales étaient moindres avant parce qu'elles ont été fixées par la Convention de Montego Bay. La zone économique exclusive, elle appartient à un pays, effectivement, et les ressources du sous-sol appartiennent à ce pays. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de gisements de schiste, de gaz, tout ça en sous-sol, et donc leur exploitation est réglée par la zone économique exclusive. Effectivement, on peut aussi considérer que le libre accès des mers était un objectif, c'est toujours l'objectif des États-Unis, mais ce n'est pas ce qui a été décidé par la Convention de Montego Bay. L'objectif étant de pouvoir assurer aux États une souveraineté sur une zone maritime définie, à ce moment-là, par des règles et des règles internationales dans ce cas-ci. Maintenant qu'on se rend compte qu'il y a toute une dynamique de conflit autour de ces découpages maritimes, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est plus clair sur les cartes mouvantes que sur des cartes fixes. Je vous ai remis quand même des cartes fixes pour vous permettre de les étudier, avec les différents pays qui sont aux prises sur notamment les enjeux à ce moment-là socio-économiques de l'Arctique. Et on a des vraies guerres d'influence qui se jouent. Hein. Rappelons quand même qu'en 2007, il y a eu une expédition exploratrice de l'Arctique très médiatisée qui a été réalisée par la Russie et qui a été planté un drapeau russe en dessous du pôle Nord. Ça a provoqué des très vives tensions diplomatiques de manière évidente. Et donc, il y a énormément de zones qui sont revendiquées par ces différents États. Et ces questions sont aujourd'hui pas encore réglées. Les questions, on les a vues, sont aussi d'ordre géostratégique. On a parlé de la mer de Chine, où là, clairement, le fait de contrôler une série d'îles va étendre la zone économique exclusive de certains États de manière tout à fait intéressante, notamment pour le contrôle de toute une série de ressources, encore une fois, en sous-sol. Donc c'est particulièrement intéressant de travailler sur ce type de vidéo parce qu'on voit les cartes bouger, donc beaucoup de conflits, de différents ordres, stratégiques, géostratégiques, économiques, malgré la fixation, en tout cas par la Convention de Montego Bay, ou la tentative de fixation par la Convention de Montego Bay, d'un cadre. La pipeline a toujours été un enjeu politique. Regardez l'approvisionnement européen en gaz russe. Donc ça, c'est un enjeu politique. De là, donc là, c'est tout à fait évident. Ouais, voilà. Les ressources naturelles sont un enjeu stratégique et, de fait, géostratégique. Donc, de nombreux litiges par rapport au droit de la mer, de nombreux litiges qui persistent encore aujourd'hui. Hein. Donc, on a vu l'exemple de l'Arctique, on a vu l'exemple de la mer de Chine. Il y a de nombreux... Là où il y a des ressources naturelles, il y a des secteurs stratégiques, mer de Chine, Arctique, le Japon s'oppose quasiment à tous ses voisins continentaux. Il y a d'autres litiges qui sont liés à la notion d'équidistance.
comme Japon-Corée, comme en Grèce et en Turquie, au tracé de la frontière perpendiculaire au rivage. On prend ici un autre exemple, c'est celui du contentieux gréco-turc en mer Égée, le conflit de la mer Égée. C'est un ensemble de points de désaccord entre la Grèce et la Turquie, par exemple. Ils sont toutes les deux membres de l'OTAN à propos de la souveraineté respective sur la zone de la mer Égée, au niveau de leurs frontières communes, en fait. Là aussi, on se rend compte que c'est toute une série d'îles, et donc il y a beaucoup de questions qui se posent. On a vu l'importance de contrôler des îles pour étendre sa zone économique exclusive. Ces problèmes-là ont joué un grand rôle dans l'évolution des relations entre les deux pays depuis les années 70. En 2 fois, la tension a abouti à des crises quasiment affrontements militaires en 87 et en 96. Les deux pays revendiquent en fait une zone de 6 miles autour des côtes, pourrait amener cette zone à 12 miles si on s'en tenait à la Convention de Montego Bay, mais la Turquie considère que cela aboutirait à une répartition inéquitable de la souveraineté sur la région et que si la Grèce prenait l'initiative d'étendre les zones à 12 miles, ça constituerait un motif de guerre. Donc là, la Turquie conteste les décisions de la Convention de Montego Bay parce que ça rendrait finalement le découpage de cette mer intérieure inéquitable de son point de vue. Donc aujourd'hui, on s'en tient à 6 miles autour des côtes, c'est la carte de gauche, mais la Grèce pourrait revendiquer 12 miles, et ça donnerait la carte de droite, mais qui effectivement donnerait lieu à une dynamique beaucoup plus inéquitable, en tout cas dans la répartition de cette mer qu'on pourrait considérer comme une zone intérieure frontalière entre les deux pays. Et donc aussi, ça poserait des problèmes de déplacement, effectivement. Mais on l'a vu, hein, même dans la zone contiguë, dans les mers intérieures, la Convention de Montego Bay prévoit qu'il faut laisser passer les navires qui ne présentent pas de menaces. Donc, en termes de déplacement, ça ne pose pas de grands problèmes. Par contre, en termes de contrôle douanier, là, on a une compétence spécifique pour ces contrôles. Pour répondre à la question qui m'est posée ici. Ça va? Donc beaucoup de conflits liés à ce découpage maritime. Beaucoup d'États ne sont d'ailleurs pas, certains États, on l'a vu, ne sont pas signataires de la Convention de Montego Bay, il y en a 117 sur 195. Certains États développent même des concepts qui leur sont propres, comme le Chili qui a développé le concept de mer de présence, c'est-à-dire que un espace de haute mer que l'État va se réserver à lui parce qu'il y est présent. Donc, on voit bien que la dynamique n'est pas encore réglée, qu'il y a des tentatives de règlement pour faire coïncider ça avec les règlements de frontières terrestres. Mais ça donne lieu encore à beaucoup de conflits qui peut être intéressant d'étudier également. D'autres types de frontières que les frontières terrestres ou maritimes sont évidemment les frontières aériennes. C'est assez simple à régler, ça, par contre, parce qu'elles poursuivent sur le plan vertical les frontières terrestres et maritimes, à savoir les limites intérieures des eaux territoriales. Comme on l'a dit dans la vidéo, c'est sur les eaux territoriales, donc les mers intérieures, qu'on a aussi la compétence sur l'espace aérien. Il y a 4 conférences successives qui ont confirmé la notion d'espace national aérien. La circulation est vraiment soumise à des conditions, des contraintes juridiques très précises, très techniques également, avec des routes de vol qui sont caractérisées par des axes, par des altitudes qui sont précises également. Et ces interdictions, ces limitations, elles concernent autant le droit de survol que l'autorisation d'atterrissage, que la création de corridors de circulation ou des fenêtres horaires pour circuler. Il y a une organisation internationale de l'aviation civile qui se trouve à Montréal et qui règle finalement ces questions, mais qui est relativement inutile. Comme vous le dites, voilà, la Russie teste souvent ses limites. On a beaucoup de conflits là aussi. En tout cas, quand on parle de droit aérien. Le droit aérien, il couvre généralement les zones terrestres et les zones nationales, on l'a dit. Mais prenons l'exemple, encore une fois, de la Grèce et de la Turquie qui ont une bonne tendance à ne pas s'entendre. La position géographique, quand on regarde les îles de Grèce, ça aboutit finalement à la concomitance d'espaces qui vont parfois jusqu'à 10 miles des côtes. Si on veut considérer
la Grèce, puis toutes ces îles, si on considère toutes les îles et les espaces aériens qui passent au-dessus de ces îles, ça devient quand même particulièrement compliqué de les contourner. Et ça aboutit à des incidents réguliers, notamment avec la Turquie, qui souhaite pouvoir survoler ces îles, des péages aériens. Pas physique, évidemment, mais donc les corridors sont négociés entre les États. Et donc, évidemment, il y a des droits de passage qui peuvent s'appliquer, effectivement, parce qu'il y a des corridors aériens qui existent et qui sont spécifiques. Mais donc, c'est les États, à ce moment-là, qui doivent s'organiser pour donner l'autorisation de survol. La Grèce, évidemment, ne donne pas souvent à la Turquie, et donc on a souvent des avions, on a eu des cas, notamment en 96, d'avions turcs qui sont abattus par des avions grecs, parce qu'on considère qu'il y a une pénétration non autorisée sur l'espace aérien, et donc c'est une menace. Considérer qu'il y a une arrivée agressive sur le territoire aérien. C'est là aussi, donc des conflits sont possibles, et c'est intéressant de l'avoir en tête. Si on prend le prolongement de l'espace aérien, on a l'espace extra-atmosphérique, qui va être, lui, géré par le traité de l'espace. Là, on est quand même beaucoup plus dans le flou, parce que la limite entre l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique n'a jamais vraiment été fixée. On dirait que c'est probablement 100 km, mais ça définit vraiment une limite de l'espace selon la Fédération aéronautique internationale. Il y a toute une série d'organisations internationales, je vous le dis, il y a une organisation internationale de l'aviation civile qui doit régler les questions, il y a des organisations du droit de la mer, donc ces organisations internationales-là sont là pour régler ce type de problématiques, mais chaque organisation internationale a des buts spécifiques, donc ils peuvent se positionner par rapport à ces conflits, et puis si conflit il y a, on a les cours internationales de justice qui sont là pour les régler, comme on l'a vu dans les différents exemples, que ce soit des frontières terrestres ou des frontières maritimes. Pour les frontières aériennes, je vous le dis, c'est quand même beaucoup plus flou de manière générale parce que l'Organisation internationale de l'aviation civile n'est pas particulièrement compétente. Donc on a quand même pas mal de difficultés pour le règlement des problématiques. Il y a aussi souvent, donc on n'a pas connaissance de tout, très clairement, quand il y a des problématiques, notamment des survols européens par la Russie, mais c'est pareil dans le cas gréco-turc. La problématique de 96, on en a eu connaissance une dizaine d'années plus tard, quand l'avion turc a été abattu. Donc c'est aussi des questions qui se posent et des problèmes intéressants à étudier, notamment en termes de conflits. Donc espace aérien, frontières aériennes, frontières maritimes, frontières terrestres, voilà qui complètent finalement ces différents types de frontières. Mais ce ne sont pas les seuls types de frontières. Il y a d'autres types de frontières que les terrestres, maritimes et aériennes, voire spatiales, qu'il convient d'étudier aussi. 3 types, les frontières internes ou les limites administratives, où là on a des frontières donc, par définition internes à des États et non plus des frontières terrestres internationales. Les frontières extérieures des différentes organisations internationales à vocation régionale, et puis des frontières socioculturelles, même vu que les espaces socioculturels existent, les frontières socioculturelles existent également. Tout d'abord, les frontières internes, les limites administratives, correspondent aux enveloppes des unités administratives qui vont subdiviser le territoire de tout État. On va aussi les appeler des subdivisions administratives, on peut les appeler des régions également. Ces limites, elles sont révélatrices d'enjeux, de problématiques géopolitiques qui sont fondamentales aux États. Et elles sont d'autant plus importantes que les régions sont des acteurs de plus en plus significatifs, on l'a vu. L'État ne suffit pas, les régions, des autres entités administratives sont évidemment à prendre en compte dans le cadre d'un travail de géographie politique et d'une analyse de géographie politique, ce qui ne veut pas dire que l'État a perdu son importance, on l'a vu avec la crise. Et donc, pour décrire ce maillage administratif, on pourrait reprendre les mêmes typologies, les mêmes fonctions, la même grille de lecture que pour les frontières internationales, mais il y a d'autres maillages qui sont plus adaptés. D'abord, l'importance et le rôle variable des limites administratives, parce qu'on peut distinguer la région, le département, la commune, qui sont
finalement qui forment des trames qui se superposent. On l'avait déjà vu quand on a étudié les territoires, mais aussi l'inertie de ces frontières est très importante, c'est-à-dire leur capacité à se maintenir d'un point de vue géographique, mais aussi la capacité à passer d'un statut à un autre, d'une frontière internationale à celui d'une limite administrative. Alors, là aussi, typologie des limites administratives. Alors, il y a différents types, évidemment, de limites administratives. La première sont bien évidemment les frontières intérieures dans les fédérations et dans les confédérations. Elles relèvent pratiquement du même type de frontières que les frontières internationales, sauf sur le plan militaire et constitutionnel. Exemple le plus évident est celui de la Belgique. On parle là de frontières parce qu'on désigne vraiment des limites qui induisent des ruptures juridiques entre des espaces politiques qui sont régis par des lois différentes. En Belgique, chaque entité fédérée a reçu un certain nombre de compétences exclusives qui lui sont attribuées par la Constitution et par différentes lois spéciales, dans le cadre desquelles elles ont la possibilité, le pouvoir d'adopter des normes qui sont situées au même rang que la loi fédérale. Donc la loi fédérale va s'appliquer, mais parfois des lois différentes vont s'appliquer sur le territoire. Prenons tout simplement l'exemple de la limitation de la vitesse sur la route. N'est pas la même en Flandre qu'en Wallonie. Parce que là, on a de vraies frontières intérieures dans les confédérations, dans les fédérations, comme en Belgique. La frontière des régions en statut spécial, le cas de l'Espagne qu'on a déjà étudié, là aussi, c'est des frontières parce qu'elles induisent une discontinuité territoriale, plus ou moins sensible en Espagne, en fonction du statut de la région. Dans une fédération ou une confédération, chaque région a le même statut et les mêmes compétences. En Espagne, ce n'est pas le cas. On a des régions à statut spécial qui ont des compétences spécifiques, d'autres qui en ont un peu moins, en fonction de négociations avec le pouvoir central. Et puis, on a les limites des régions ou des subdivisions administratives, que ce soit des départements, des communes ou autre chose, qui sont là beaucoup plus spécifiques à l'État unitaire ou centralisé parce qu'elles n'induisent pas de discontinuité législative. La loi est la loi, elle s'applique à tous de la même manière. Ce ne sont pas vraiment des frontières, ce sont des limites de régions. On a une rivalité des régions, on a parfois des oppositions entre les régions et l'État central. On l'a encore vu dans le cadre de la crise Covid. Mais ces limites administratives sont là pour finalement assurer la continuité du territoire également. On a par contre des rivalités qui s'expriment entre des pôles politiques locaux. Et ça, c'est important de le souligner. Et donc, on a différents types de limites administratives en fonction du type d'État auquel on est confronté. Concernant l'inertie des frontières, les frontières internes sont souvent d'anciennes frontières externes déclassées. Et l'inverse est aussi possible. Si je prends l'exemple ici de la Meurthe-et-Moselle, la limite fixée en 71, c'est la limite finalement entre le Tarn et le Tarn-et-Garonne. C'est une scission départementale. La première résulte de l'action de l'Allemagne de vouloir fixer une frontière fixe, et de l'autre, la France souhaitait conserver certains territoires à vocation industrielle. Donc vous voyez un peu ici les différents types de frontières se superposer. On avait une limite de l'Empire allemand d'un côté, des départements qui avaient lieu avant 1870, qui avaient cours avant 1870, et puis on a des limites d'aujourd'hui, des frontières actuelles, qui sont les frontières qui sont en noir sur la carte. Et donc, la limite actuelle du département de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, ça correspond finalement à l'ancienne frontière franco-allemande de 71 à 1919, et cette limite, elle a servi à nouveau de frontière après l'annexion des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le régime nazi. Puis ensuite, il y a aussi des limites qui viennent de fusion départementale ou de scission départementale, qui sont des affaires franco-françaises, mais on voit que certaines limites internes sont en fait d'anciennes limites internationales. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inertie des frontières. Ces frontières ne sont pas fixes dans le temps, elles peuvent évoluer. Elles peuvent évoluer soit parce qu'il y a des éléments internationaux qui les font évoluer, d'anciennes frontières internationales deviennent des frontières internes, ou parce qu'il y a des dynamiques internes à certains pays comme en France, où on décide de scinder des départements, tout simplement. Autre exemple, la frontière entre la Slovaquie et la Tchéquie.
L'actuelle frontière entre la Slovaquie et la Tchéquie, elle correspond à l'ancienne frontière qui séparait le royaume du Hongrie du royaume de Bohême-Moravie. Avant 1918, la Slovaquie n'existait pas en tant qu'État. Donc, il s'agissait de la région de Haute-Hongrie. Donc, la frontière était effacée, elle n'existait pas. En 1918, lorsqu'a été fondée la Tchécoslovaquie, la frontière a donc été provisoirement effacée jusqu'en 1939, où elle devient une frontière interne, c'est-à-dire la limite entre un protectorat de Bohême-Moravie et la Slovaquie indépendante. En 1945, la frontière perd de nouveau sa signification parce que la Tchécoslovaquie est réunifiée. En 1968, la Tchécoslovaquie devient un État fédéral composé de la Bohême-Moravie d'une part et de la Slovaquie d'autre part. Donc la frontière redevient une frontière intérieure jusqu'en 1993, où là, la frontière devient une frontière internationale parce que les deux États se séparent entre la Tchéquie et la Slovaquie. Là, vous comprenez bien la dynamique d'inertie des frontières. Une même frontière peut avoir des États tout à fait différents. L'exemple tchécoslovaque est peut-être encore plus parlant parce qu'on part d'une frontière qui est une frontière interne, n'est plus une frontière, redevient une frontière interne, n'est plus une frontière du tout, redevient une frontière interne et devient en finale une frontière internationale. L'effacement d'une ancienne frontière internationale peut aussi être expressément recherché. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais ça peut être recherché spécifiquement. Le cas de la Pologne, après 1945, est tout à fait intéressant à étudier. Parce que la Pologne communiste a cherché à diluer autant que faire se pouvait son ancienne frontière avec l'Allemagne, en s'appuyant sur une dynamique tout à fait spécifique de création de régions, ce qu'on appelle des voïevodies en polonais. Et donc voilà comment ils ont fait pour essayer de diluer leur ancienne frontière avec l'Allemagne, en créant un nombre important de petites régions, 49 petites régions, qui s'appuyaient sur d'anciens segments de frontières qui étaient très très faibles. Autant que possible, on a installé ces territoires à cheval sur l'ancienne frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Eh bien, la différence entre ces deux cas. À partir de 1998, on a moins mis l'accent sur cette dimension d'effacement de frontières pour en revenir à des ensembles qui sont plus cohérents, qui représentent d'anciens territoires ou alors qui ont une vocation plus historique. Comme on le voit par exemple quand on reprend le territoire de Prusse orientale, on revient à des limites plus historiques et plus cohérentes que cette division qu'on a voulu vraiment faire pour diluer les anciennes frontières existantes. Donc, il y a une inertie importante des frontières qu'il faut avoir en tête, même donc dans les frontières administratives, dans les frontières internes aux États. Outre ces frontières administratives et ces frontières internes, nous avons la frontière des organisations internationales. Les OIG à vocation régionale, on l'a vu, sont de nature variable. On peut distinguer les frontières intérieures, comme on les voit ici, mais aussi l'enveloppe extérieure qui sépare l'organisation intergouvernementale du reste des pays qui n'en font pas partie. Il y a des organisations internationales qu'on a vues qui sont faiblement intégrées, comme dans les zones de libre-échange. L'enveloppe extérieure, on peut la considérer comme une frontière internationale classique. Les frontières de l'État, les limites de l'OIG se superposent, mais c'est la frontière de l'État qui a le plus de signification. L'enveloppe externe n'aura vraiment une dimension sensible et importante que si l'organisation renforce son intégration. Et encore une fois, l'exemple par excellence, c'est l'espace Schengen. Les frontières internationales de l'espace Schengen, des États de l'espace Schengen sont celles de l'espace Schengen, vu qu'il y a un effacement, en tout cas théorique, des frontières entre les États de l'espace Schengen. Donc, cette enveloppe extérieure, les frontières des OIG, ont un intérêt, ont une importance particulière dans le cas d'organisations internationales à vocation régionale qui sont fortement intégrées. Les pays sont fortement intégrés. Là, les frontières internationales de l'espace Schengen ont beaucoup d'importance parce que c'est ces frontières-là qui doivent être, entre guillemets, gardées
qui doivent être contrôlés pour les flux, que ce soit les flux d'immigration de personnes ou les flux de marchandises. Pourquoi? Parce qu'une fois que les frontières extérieures sont passées, à l'intérieur, le déplacement est libre. À partir du moment où quelqu'un arrive dans l'espace Schengen, il a peu de chances d'être contrôlé à l'intérieur de cet espace Schengen, vu qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières. Il faudrait qu'il tombe sur un contrôle mobile ou quelque chose comme ça. Mais donc, les frontières qui doivent être vraiment les plus surveillées sont celles de l'organisation internationale dans ce cas-ci. Dernier type de frontières que je voulais voir avec vous aujourd'hui, ce sont ceux des frontières socioculturelles. On l'a vu, les aires socioculturelles peuvent être de nature ethnique, de nature économique, de différents ordres. Elles sont parfois visibles dans l'espace, mais leur existence est loin d'être systématique. Une limite entre deux aires socioculturelles n'est pas claire. Elle est très rarement claire. Le passage d'un peuple à un autre peut se faire de manière graduelle. On a parfois des peuplements qu'on appelle en peau de léopard, c'est-à-dire avec comme on l'a vu dans le cas des peuplements berbères dans le Maghreb. Ça empêche de poser, ça empêche de vraiment poser une limite fixe et très claire. C'est difficile d'établir des contours précis, sauf dans certains cas. Le cas de la Belgique, Flandre-Wallonie est très éclairant, parce que là, on a une frontière évidemment linguistique qui a servi de support à la frontière administrative. Donc, on a des zones de peuplement hétérogènes où on a créé des statuts spéciaux, les communes à facilité. On les voit représentés ici sur la carte. Mais là, on est vraiment dans un cas très particulier où c'est une limite finalement socio-culturelle, une limite linguistique, qui a servi de base à la création d'une frontière interne. On a évidemment le cas de Bruxelles qui est bilingue, on a les régions de langue allemande, les régions de langue française, les régions de langue néerlandaise, et puis toutes les communes à facilité. Chez les Indiens, ça doit être clair aussi. Entre l'Inde et quoi? En interne à l'Inde? C'est à étudier. Clairement, je ne connais pas spécifiquement le cas de l'Inde, mais potentiellement, oui. Hein. Donc là, on est dans un cas qui est particulier, qui est spécifique, où là, on a une coïncidence finalement entre une frontière socioculturelle et le maillage politique. Alors, d'autres cas de coïncidence peuvent être étudiés. Parfois, on a une coïncidence entre une frontière socio-culturelle et une frontière interétatique, une frontière internationale. C'est un cas très rare. Celui du Portugal et de l'Espagne est un bon exemple en Europe, où là, on a finalement une frontière qui a acquis une dimension culturelle au travers du processus historique d'intégration. On a une région de langue portugaise, une région de langue espagnole, avec des cultures différentes, des religions qui sont parfois différentes également. On a une homogénéisation finalement ethnique entre les deux pays qui sont pourtant voisins, mais donc la limite socioculturelle. Ici, en Belgique, la frontière politique s'est appuyée sur la frontière culturelle. Entre l'Espagne et le Portugal, il y a eu un effet de renforcement. Finalement, les frontières politiques ne sont devenues socioculturelles que dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène d'homogénéisation des populations sur base des frontières politiques. Donc ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Là, on a vraiment la frontière, disons, interétatique, internationale, qui coïncide dans le temps. Le cas de Lucé-Louvain, dans quel sens? Je ne vois pas le socio-culturel de Louvain. Ah. Wallenbuyten, non. Non, Wallenbuyten, c'est une crise, mais ça ne crée pas une limite spécifique. C'est simplement des francophones qui reviennent en Wallonie.
et qui dédouble finalement l'université à un moment donné. Donc oui, ça fait partie d'une série de dynamiques, mais la frontière existait déjà. Ça n'a pas créé la frontière, finalement, c'est la création de la frontière qui a... On va prendre le nom, oui, non, non, là on n'est pas sûr. C'est pas suffisamment significatif. Donc coïncidence avec une frontière interétatique, je le disais, c'est relativement rare. On peut avoir une coïncidence avec une limite interne, je l'ai dit, on l'a déjà exposé, l'exemple entre la Wallonie et la Flandre est un très très bon exemple. Je vous citais l'exemple des limites de vitesse qui peuvent être différentes. Donc là, il y a un renforcement culturel qui, avec la signalisation qui change, tout change. Quand vous passez la frontière de la Flandre, on change de langue, la signalisation change, les noms des villes changent. Donc il y a un vrai renforcement socioculturel qui est induit par cette frontière. Et puis on peut avoir des cas où la frontière socioculturelle ne correspond à aucune limite administrative. Et c'est le cas le plus fréquent. La frontière est parfois rendue aussi invisible que possible parce que c'est une volonté politique. On essaye d'avoir une homogénéité sur le territoire, ou en tout cas de faire comme si on avait une homogénéité sur le territoire, même si elle n'existe pas. On prend le cas ici de la Transylvanie, avant 1989, dans les régions, donc la Transylvanie est évidemment une région de Roumanie, et avant 1989, en Transylvanie, on n'avait quasiment que des Hongrois, qui parlaient tous hongrois, mais il n'y avait pas de limite extérieure qui indiquait ce changement de population. Donc on pouvait tout à fait passer d'une zone où le roumain était dominant, et une zone où le hongrois était dominant, sans qu'il n'y ait aucune indication, sans qu'il y ait de limite extérieure spécifique qui nous permettent de le savoir. Par contre, la frontière socioculturelle peut aussi être très visible, mais sans représenter une frontière quelconque, sans être reprise dans le maillage, comme c'est le cas en Belgique, Wallonie, Flandre. Ce sont des régions avec des frontières spécifiques, il y a un maillage administratif interne. Si on prend le cas de l'Irlande du Nord, là, il y a des frontières qui sont très claires entre les quartiers protestants et catholiques qui sont manifestes. Elles sont manifestées par des fresques murales, comme vous le voyez ici par exemple. On a un cas similaire au Liban, entre les catholiques et les musulmans, mais ce n'est pas une limite administrative au sens du terme où on peut l'entendre. Ce n'est pas une réelle limite administrative. Donc ça aussi, c'est possible qu'avoir des frontières qui ne correspondent à aucune limite administrative, soit parce qu'il y a une volonté de les masquer, soit parce qu'elles ne correspondent pas à des limites administratives, mais sont tout de même manifestes. J'en terminerai en évoquant encore deux types de frontières socio-culturelles. Ce sont les frontières linguistiques et les frontières évidemment confessionnelles qui correspondent aux aires qu'on a vues aussi avant. L'évolution spatiale dans linguistique est particulière, on le sait, les langues peuvent évoluer, peuvent se superposer. Les frontières des langues sont particulièrement difficiles à définir, sauf dans certains cas précis comme la Belgique, mais elles sont un instrument politique important d'un territoire, de l'homogénéité d'un territoire. On assiste donc à des tentatives, plus ou moins fructueuses, de remplacer des langues originelles par des langues imposées par un État, par un empire, par une nation. Le latin a supplanté le gaulois en Gaule parce que tous les appareils de l'État étaient mis à disposition sur des temps très longs pour que des dialectes disparaissent. Le français a supplanté des parlers régionaux dans la même dynamique. Mais les langues régionales en France n'ont pas totalement disparu. Cependant, l'ascension économique des citoyens s'est faite par la connaissance du français. Dans le même registre, on a l'Irlande, où le gaélique a été interdit par les Britanniques, et donc l'anglais a supplanté. Le remplacement est parfois accéléré par des politiques d'éradication des langues, dans certains cas. La France, par exemple, ne reconnaît l'usage officiel d'aucune autre langue sur son territoire que le français. C'est le cas de la Grèce également. On a des impérialismes linguistiques. Ils ne concernent pas que les langues européennes. Le chinois, l'arabe sont aussi des langues qui se sont étendues grâce à un empire. À l'inverse, on peut aussi voir l'éradication d'une langue impériale qui a été tentée dans certaines anciennes colonies, mais c'est très difficile et c'est souvent autoritaire. On essaye à ce moment-là de renationaliser la langue et c'est des succès qui sont très inégaux.
À Madagascar, on a essayé d'éradiquer le français, mais ça n'a pas fonctionné. Le français est redevenu la langue de l'enseignement. En Algérie, on voit que le français est aussi très résistant, bien que le français ait perdu tout rôle officiel. Il y a des vraies résistances donc des langues qui sont parlées de manière usuelle par les populations. Le français reste une langue de communication très utilisée, ça illustre la complexité des relations entre les peuples et les langues. Au Rwanda, par exemple, on pourrait considérer, voilà un cas d'étude par exemple. Israël et l'hébreu est un autre exemple, effectivement, où on essaie de renationaliser, cet objectif étant vraiment d'évacuer le colonisateur et de recréer une homogénéité nationale. On l'a vu, la langue est un instrument particulièrement important en termes politiques. Ces frontières linguistiques, d'une part, les frontières confessionnelles, d'autre part, parce que les religions sont aussi marquées par des dynamiques spatiales et connaissent des extensions et des rétractations. On a vu des vidéos qui l'illustrent. Comme les langues, les religions sont sensibles aux évolutions démographiques, aux situations politiques auxquelles elles sont confrontées. Une religion, quand elle est officielle dans un pays comme le catholicisme en Pologne par exemple, est évidemment plus favorable à l'expansion de cette religion, mais inversement et paradoxalement, l'interdiction d'une religion peut clairement accélérer son développement. Encore une fois, la Pologne socialiste avait interdit la religion catholique, toutes les religions de manière générale, et là, on est dans le cas où la religion devient un vecteur de contestation politique et renforcée par les interdits. L'interaction donc entre politique et religion est également très très importante et elle est évidemment ancestrale. On en revient en 622 avec l'islam, mais on a déjà parlé de tout ça. En Europe, des guerres de religion ont évidemment éclaté un peu partout. Des populations ont été décimées en raison de leur religion. Je ne vais pas revenir sur ces exemples historiques que nous connaissons tous. Les frontières des religions, comme les frontières linguistiques, sont donc des frontières mouvantes qui évoluent en suivant fortement les impulsions politiques. C'est également le cas de toutes les frontières terrestres également, on l'a vu, sont des frontières mouvantes, mais les frontières socio-économiques le sont aussi. Ça termine finalement les frontières dans les lignes politiques. Il nous restera à voir les réseaux qu'on abordera la semaine prochaine dans les lignes politiques, et puis on en aura fini pour les territoires et pour les lignes politiques, et on pourra commencer à aborder les pôles politiques, ce qu'on fait la dernière partie du cours. À partir donc du cours prochain, on fera les réseaux. Le cours d'après, à mon avis, on finira les pôles. Et puis, on aura un dernier cours où là, on va un peu rentrer dans la géopolitique. On va quand même faire une petite introduction à la géopolitique plutôt que de ne rester que sur de la géographie politique. Comme ça, on aura fait un petit tour global. Oui, évidemment, le latin. Donc, tout ça est un peu entremêlé, hein, si vous voulez. Donc, tous ces types de frontières, comme les zones, comme les aires, les frontières se superposent également. Donc je vous propose qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Il est midi, le timing est parfait. Je vous propose de revoir un peu tout ça, calmement à votre aise. Si vous avez des questions, je serai disponible vendredi 1er mai à 10h. Pour faire une petite séance de questions-réponses avec vous, avec ceux qui le souhaitent, donc ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment pour discuter avec vous des questions que vous auriez sur les 2 derniers cours. Puis il nous restera, on a cours le samedi matin, tout à fait, hein, donc on aura cours samedi 2. Non, on va le faire, je préfère le faire vendredi, comme ça, ça fait une séance à part, c'est vraiment ceux qui veulent viennent. Que samedi, on commence à 9h30 comme d'habitude. Et on commencera sur les réseaux. Et donc là, si vous avez des questions sur les cours qu'on a vus, donc les 2 derniers cours, n'hésitez pas, c'est vendredi 10h. Samedi 9h30, on poursuit. Le samedi d'après, on aura encore cours. Je referai une petite séance de questions-réponses d'1 heure pour ceux qui le souhaitent. Puis on aura notre dernier cours. Et je referai une petite séance de questions-réponses pendant le blocus, si jamais il devait y avoir des choses qui devaient être éclairées. Lisez les textes, regardez les vidéos, repassez vos slides, rédigez un petit syllabus sur base de ce que je vous dis, et a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc à vendredi 10h pour ceux qui le souhaitent, et à samedi prochain 9h30 pour tout le monde. Ça va? Bon week-end à tous!